Il y a une trahison qui n'a pas de nom, pas dans le dictionnaire, pas dans les langues que je connais. Peut-être parce que les gens qui ont créé les mots n'ont pas voulu croire que cette chose existait, qu'une mère puisse faire ça à sa propre fille pendant qu'elle dort, pendant que cette fille, qui lui fait confiance avec la confiance totale et irréfléchie d'un enfant pour sa mère, dort dans la maison de cette mère, sous ce toit, sans savoir. Et la mère, dans la nuit, prend un papier, met une signature dessus, pas sa propre signature, celle de sa fille, et signe. Et avec cette signature, prend quelque chose qui appartenait à sa fille, qui lui avait été destiné, qui portait son nom, et repart dans sa chambre, et se couche, et dort, pendant que sa fille dort aussi. Dans la même maison, mais sans savoir. Rokiatou Diallo avait 30 ans quand elle a su. Elle dormait dans cette maison depuis 30 ans. Sa mère signait depuis 7 ans. Pendant qu'elle dormait, Rokiatou était la 3e de 5 enfants, à Kankan, en Guinée. Son père, M. Boubacar Diallo, était commerçant, tissus, électronique, tout ce qu'on pouvait vendre et revendre. Un homme de terrain, qui partait tôt et rentrait tard, qui comptait sur sa femme pour tenir la maison. Sa femme, Mama Hawa, tenait la maison, avec autorité, avec organisation, avec la façon particulière de certaines femmes qui ont compris très tôt que tenir une maison, c'est tenir le pouvoir. Mama Hawa tenait tout, les enfants, les comptes, les décisions et les papiers, surtout les papiers. Monsieur Boubacar faisait confiance à sa femme pour les papiers. Complètement. C'était son erreur. Pas parce que Mama Hawa était incapable, parce qu'elle était trop capable, et que certaines personnes très capables utilisent leur capacité dans des directions que personne ne surveille, parce que personne ne surveille ce qu'on croit acquis. Et Mama Hawa, elle le savait. Elle savait que personne ne surveillait. Rokiatou avait étudié le droit, à Conakry. Elle aimait le droit pour une raison simple. Elle aimait que les règles existent, que tout le monde soit soumis aux mêmes règles, que la puissance d'une personne ne puisse pas effacer le droit d'une autre. Elle aimait cette idée. Elle y croyait. Elle était revenue à Kankan après ses études. Elle travaillait dans un petit cabinet. Elle aidait les gens à comprendre leurs droits, à défendre ce qui leur appartenait. Elle était bonne, pas parce qu'elle avait les meilleurs diplômes, parce qu'elle croyait vraiment à ce qu'elle faisait. Elle avait rencontré Seydou, un médecin. Ils s'étaient fiancés. Le mariage était prévu dans 6 mois. La vie avançait. La vie semblait juste, ordonnée, comme les règles qu'elle aimait. Puis son père était mort. Et tout ce qu'elle croyait ordonné s'était révélé construit sur du sable. Monsieur Boubacar était mort d'un infarctus, un mardi matin, rapidement. La façon dont certaines morts arrivent, sans préavis, sans laisser le temps de préparer, sans laisser le temps de dire ce qu'on aurait voulu dire. Il avait laissé des biens, une maison principale à Kankan, 2 boutiques, un terrain à la périphérie de la ville. Et, personne ne le savait, un compte d'épargne, ouvert 20 ans plus tôt, alimenté régulièrement, avec une instruction claire notariée. À sa mort, ce compte était divisé entre ses 5 enfants, parts égales, 5 enfants, 5 parts. L'instruction était là, dans les papiers du notaire de Kankan, notaire Camara, qui connaissait M. Boubacar depuis 30 ans. Qui avait enregistré l'instruction? Qui attendait? Mama Hawa savait pour ce compte. Elle avait toujours su. Monsieur Boubacar le lui avait dit, en lui faisant confiance, comme il lui faisait confiance pour tout. Et Mama Hawa, depuis 7 ans, avait travaillé, en silence, avec la patience de quelqu'un qui sait que le temps joue en sa faveur. Elle avait commencé par le terrain à la périphérie, qu'elle avait fait enregistrer à son nom.
avec une procuration signée par M. Boubacar. Ah, mais une procuration que M. Boubacar avait peut-être signée. Peut-être pas. Personne ne saurait jamais. Parce que M. Boubacar était mort. Et les morts ne témoignent pas. Puis elle avait travaillé sur le compte des 5 enfants. Elle avait trouvé une façon que seule une femme qui tient les papiers depuis 30 ans peut trouver. Elle avait préparé un document d'autorisation qui permettait à Mama Hawa de gérer le compte au nom des enfants. Un document qui demandait la signature de chaque enfant. Elle avait présenté ce document à ses enfants, un par un. Les 4 premiers, elle leur avait dit que c'était une formalité administrative, que le notaire avait besoin de leur signature pour débloquer l'héritage. Ils avaient non signé, sans lire vraiment, parce que c'était Mama. Parce qu'on signe ce que Mama présente, mais Rokiatou qui étudiait le droit, Rokiatou qui avait appris à lire les documents. Rokiatou avait dit « Je veux lire d'abord » et Mama Hawa avait dit « Bien sûr, ma fille, je te l'apporte demain. » Elle ne l'avait pas apporté le lendemain. Elle avait attendu que Rokiatou parte en déplacement. 3 jours à Conakry pour un dossier. Et pendant ces 3 jours, elle avait signé, à la place de Rokiatou, la signature de sa fille qu'elle connaissait depuis 30 ans, qu'elle avait vue sur des centaines de documents et qu'elle avait reproduite pendant que sa fille dormait à Conakry sans savoir. Rokiatou avait su par notaire Camara, pas immédiatement après la mort de son père, 8 mois après. Dès quand elle était allée au cabinet du notaire pour comprendre la succession, notaire Camara, un homme de 60 ans qui avait vu beaucoup de successions, lui avait présenté les documents. Il lui avait montré la répartition. Et dans cette répartition, Rokiatou avait vu quelque chose. Elle avait dit « ma part ». Notaire Camara avait dit « votre part a été transférée sur le compte de votre mère, selon votre autorisation ». Rokiatou avait dit « selon mon autorisation ». Il avait dit « oui, vous avez signé un document ». Elle avait dit « montrez-moi ». Il lui avait montré. Elle avait regardé la signature, sa signature, ou ce qui était censé être sa signature. Elle avait regardé longtemps. Elle connaissait sa propre signature. Elle la connaissait depuis qu'elle avait appris à écrire. Elle l'avait développée au lycée, où elle l'avait formalisée à l'université. Elle avait signé des centaines de documents dans sa carrière. Elle connaissait chaque courbe, chaque angle, la façon dont le R de Rokiatou commençait, la façon dont le D de Diallo finissait. Ce n'était pas sa signature. Quelqu'un avait essayé, bien essayé, mais ce n'était pas elle. Elle avait regardé notaire Camara. Elle avait dit « Qui a remis ce document ?» Il avait dit « Votre mère ». Elle avait dit « Quand ?» Il avait donné la date. Elle avait vérifié dans sa tête. Cette date. Conakry. Le dossier. 3 jours. Elle était absente. Elle avait fermé les yeux. Et dans ce noir, derrière ses paupières, quelque chose s'était ouvert. Une compréhension. Froide. Totale. Irréversible. Sa mère avait signé à sa place, pendant qu'elle était absente, pendant qu'elle dormait à Conakry. Oh, et cette signature avait transféré sa part d'héritage vers le compte de sa mère, l'argent que son père avait économisé pour elle, avec son nom, avec l'instruction claire. Sa mère avait pris ça, avec un stylo, avec une imitation de sa signature, en 3 secondes peut-être. Et cet argent était parti vers sa propre mère. Elle n'était pas rentrée directement à la maison. Elle avait besoin de marcher. Les rues de Kankan, la chaleur de l'après-midi, les bruits du marché, la vie qui continuait autour d'elle, comme si rien ne s'était passé, comme si le monde était le même qu'une heure plus tôt. Il n'était pas le même. Elle marchait. Et dans cette marche, 2 choses se passaient simultanément. La première, la douleur.
la douleur d'une fille qui comprend ce que sa mère lui a fait. Pas une ennemie, sa mère, et celle qui l'avait portée, nourrie, qui avait payé ses études, qui avait pleuré quand elle était malade, cette même femme qui, pendant que sa fille dormait, avait pris un stylo. Cette douleur-là, elle ne ressemblait à aucune autre. Aucune blessure, dans aucun dossier, ne lui avait préparé ça. La deuxième chose, la juriste. La juriste en elle, qui ne s'arrêtait jamais, qui même dans la douleur regardait les faits, les dates, les preuves, ce qui était prouvable, ce qui ne l'était pas, ce qui pouvait encore être fait. Et les deux choses, la douleur et la juriste, marchaient ensemble dans les rues de Konkan, sans se séparer, sans que l'une écrase l'autre. Elle était rentrée. Mama Hawa était dans la cuisine. Qui préparait le dîner? Qui chantonnait? Rokiatou s'était arrêtée dans l'encadrement de la porte, mais elle avait regardé cette femme, sa mère. Qui chantonnait? Qui ne savait pas encore? Ou qui savait et qui attendait de voir? Rokiatou avait dit « Mama ». Mama Hawa avait levé les yeux. Elle avait dit « Tu rentres tard ». Rokiatou avait dit « Je suis allée chez Notaire Camara ». Mama Hawa avait continué à mélanger, sa main dans la casserole. Rokiatou avait dit « Il m'a montré un document ». Mama Hawa ne mélangeait plus. Rokiatou avait dit « Avec ma signature ». Silence. La casserole sur le feu. Rokiatou avait dit « Ce n'est pas ma signature, Mama ». Mama Hawa avait dit « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Rokiatou avait dit « Si, tu sais ». Sa voix ne tremblait pas. Elle avait travaillé dur toute sa vie pour que sa voix ne tremble pas dans les moments difficiles. Ce soir, elle était reconnaissante de ce travail. Ah non, elle avait dit « Je ne vais pas te demander pourquoi, je sais pourquoi. Tu voulais l'argent, tu avais accès au papier, tu as attendu que je sois absente et tu as signé. Mama Hawa avait dit « Cette maison ». Rokiatou avait dit « Cette maison appartient à papa et ce que papa a laissé pour moi m'appartient, pas à toi ». Mama Hawa avait dit « Tu vas me poursuivre en justice, ta propre mère ». Rokiatou avait regardé cette femme. Elle avait dit « Non ». Mama Hawa avait presque souri. Rokiatou avait dit « Pas ce soir. Ce soir, je rentre chez moi. Je dors. Et demain matin, je décide. » Elle était repartie, dans la nuit de Kankan, vers son appartement, vers Seydou qui l'attendait, qui ne savait pas encore, à qui elle allait tout dire, et qui dirait « Qu'est-ce que tu veux faire ?» et qui tiendrait sa main pendant qu'elle décidait. Et elle avait décidé de poursuivre, pas pour la vengeance, pour le principe, pour les 4 autres enfants qui ne savaient peut-être pas, pour les papiers que Mama Hawa avait manipulés, pour le terrain enregistré avec une procuration douteuse, pour tout ce qui avait été pris dans le silence, et pour son père qui avait travaillé 20 ans pour laisser quelque chose à ses enfants, avec une instruction claire, parts égales. Ce père qui faisait confiance, dont la confiance avait été utilisée. Elle poursuivait pour ce père, pour honorer ce qu'il avait construit, et pour dire « ce qui est signé faussement ne tient pas », même quand c'est une mère qui signe, même quand c'est dans la nuit, même quand la fille dormait. La loi dit non. C'est la loi. C'est pour ça qu'elle aimait le droit. La loi ne fait pas d'exception pour les mères. La procédure avait été la chose la plus difficile de sa vie professionnelle, pas à cause de la complexité juridique, à cause de ce que c'était. Elle, juriste, poursuivant sa propre mère. Les gens du quartier avaient dit des choses. Certains avaient dit « elle exagère ». C'est sa mère. Certains avaient dit « comment on peut faire ça à sa propre mère ?» Certains avaient dit « l'argent a changé les gens ». Elle avait entendu tout ça. Elle avait continué, parce qu'elle avait appris quelque chose dans ses années de droit,
que la vérité ne dépend pas du nombre de gens qui la croient. La vérité est la vérité, avec ou sans témoin, avec ou sans soutien. Les analyses graphologiques avaient parlé. À la signature sur le document, pas celle de Rokiatou. Les dates correspondant à son absence. Les relevés du compte, virement vers Mama Hawa après le décès. Le terrain, procuration signée par M. Boubacar dont l'authenticité était douteuse. Tout avait parlé. Les documents avaient dit ce que Mama Hawa avait fait, dans le silence, dans la nuit, pendant que les uns dormaient, pendant que les autres étaient à Conakry. Les documents avaient tout dit. Mama Hawa ne s'était pas défendue longtemps. Quand les analyses graphologiques avaient été présentées, quand les dates avaient été confrontées aux absences prouvées, quand les relevés avaient parlé, elle avait baissé la tête, comme baissent la tête les gens qui savent que les preuves sont là et qui ne peuvent plus soutenir le mensonge. Ce jour-là, dans cette salle, Rokiatou avait regardé sa mère, cette femme, 62 ans, qui avait tenu cette maison toute sa vie, qui avait élevé 5 enfants, qui avait porté sa famille sur ses épaules, et qui, dans le silence de quelques nuits, avait décidé que ce qu'avait laissé son mari n'était pas assez, ou que ses enfants ne méritaient pas autant qu'elle, ou quelque chose d'autre, quelque chose que Rokiatou ne comprenait pas encore. Peut-être qu'elle ne comprendrait jamais. Certaines actions humaines, même en les regardant longtemps, restent incompréhensibles. Pas parce qu'on ne cherche pas à comprendre, parce que la logique qui les produit n'est pas une logique normale. C'est la logique de quelqu'un qui s'est convaincu d'une chose fausse et qui a construit tout le reste là-dessus. Rokiatou avait regardé sa mère et elle avait pensé « Je ne te comprendrai jamais ». Et elle avait fait la paix avec ça, la paix avec ne pas comprendre, parce que comprendre n'était pas nécessaire pour guérir. Le tribunal avait rendu son verdict, la signature était fausse, le document était invalide, la part d'héritage de Rokiatou restituée, le terrain, procédure complémentaire ouverte, les autres enfants informés, 4 autres parts, que Mama Hawa avait peut-être touchées aussi. D'une façon ou d'une autre, les procédures allaient continuer. Rokiatou avait reçu ce qui lui revenait, avec les intérêts. Elle était sortie du tribunal. Seydou était là. Ses frères et sœurs étaient là. Pas tous. 2 de ses sœurs n'étaient pas venues. Elles avaient choisi Mama Hawa. Rokiatou comprenait. Où chaque enfant choisit ce qu'il peut porter. Elle ne leur en voulait pas. Elle leur laissait leur choix, comme elle avait fait le sien. Ce qui avait été le plus difficile, ce n'était pas le procès, ce n'était pas les gens du quartier, ce n'était pas les 2 sœurs qui n'étaient pas venues, c'était le soir, les soirs où elle rentrait chez elle, où Seydou était là, où elle s'asseyait et où elle pensait à sa mère. Pas à la Mama Hawa du tribunal, à la Mama Hawa de son enfance, qui la grondait quand elle n'apprenait pas ses leçons, qui soignait ses genoux blessés, qui la regardait dormir parfois, elle l'avait su plus tard, juste pour la regarder dormir, cette femme et l'autre femme, celle du stylo dans la nuit, celle du document. Ces 2 femmes étaient la même femme. C'était ça le plus difficile, ou pas de séparer le mal du bien, que le mal et le bien étaient dans la même personne, dans la même femme, sa mère, et qu'elle devait vivre avec les 2, sans effacer l'une, sans effacer l'autre. Elle avait pleuré ces soirs-là, pas pour l'argent, pour cette impossibilité, d'aimer simplement, sans réserve, comme avant. Elle avait pleuré, et Seydou était là. Il ne disait rien les soirs où elle pleurait. Il était juste là. Et ça, cette présence silencieuse, c'était suffisant. Parce que certaines douleurs ne se consolent pas avec des mots. Elles se traversent avec une présence. Juste une présence.
1 an après le verdict, Rokiatou avait ouvert son propre cabinet, à Konkan, petit, 2 pièces, un bureau, une salle d'attente, son nom sur la porte. Cabinet juridique Rokiatou Diallo. Elle aidait les femmes, principalement les femmes qui ne savaient pas ce qu'elles possédaient, les femmes dont les papiers étaient gérés par quelqu'un d'autre, les femmes qui avaient signé sans lire, les femmes dont les signatures avaient été copiées. Elle les aidait, avec la rigueur de quelqu'un qui a étudié le droit, et avec quelque chose d'autre, quelque chose que les études ne donnent pas, la compréhension, pas intellectuelle, personnelle, de l'intérieur. Elle savait ce que ça faisait, découvrir que quelqu'un avait signé à ta place, dans la nuit, pendant que tu dormais. Elle savait. Et cette connaissance, cette douleur transformée en compréhension, en faisait la meilleure avocate possible pour ces femmes, parce qu'elle ne les regardait pas de haut. Elle les regardait comme quelqu'un qui est passé par là, et qui en est revenu, ou avec son nom sur une porte, et ses droits dans les mains. Sa mère lui avait envoyé un message, 6 mois après le verdict, un message court. Il disait « Je suis malade, j'aimerais te voir ». Rokiatou avait lu ce message, elle l'avait relu, elle avait attendu 2 jours, et elle avait répondu. Elle avait dit « Je viens samedi ». Elle était venue. Elle avait trouvé sa mère plus petite, plus âgée, avec quelque chose d'affaissé dans les épaules. Pas seulement la maladie, le poids de ce qu'elle avait fait. Elle s'était assise. Elles avaient bu du thé. Mama Hawa avait dit « Je ne sais pas comment te demander pardon pour ce que j'ai fait. » Rokiatou avait dit « Ne me le demande pas encore, pas tout de suite. » Mama Hawa avait dit « Tu ne pardonneras jamais. » Rokiatou avait dit « Je ne sais pas encore. Le pardon prend le temps qu'il prend. Je ne peux pas te promettre quelque chose que je n'ai pas encore. » Elle avait regardé sa mère. Elle avait dit « Mais je peux te dire une chose. » Sa mère avait levé les yeux. Rokiatou avait dit « Je suis venue. Tu m'as appelé et je suis venue. » Ce n'est pas le pardon, mais ce n'est pas non plus l'absence. C'est quelque chose entre les deux. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Mama Hawa avait pleuré. Rokiatou n'avait pas pleuré. Elle avait tenu sa tasse de thé. Elle avait regardé sa mère pleurer. Et elle avait pensé, ces larmes-là, sont-elles vraies? Elle ne savait pas. Elle ne saurait peut-être jamais. Mais elle était venue. Et être venue, c'était son choix. Pas pour sa mère, pour elle, pour la fille qu'elle avait été, pour la femme qu'elle voulait devenir. Une femme qui ne ferme pas les portes complètement, qui laisse un espace, pas tout ouvert, un espace, parce que les espaces permettent à la lumière d'entrer. Et la lumière, même petite, change quelque chose. Cette histoire nous enseigne 5 choses. Premièrement, sachez ce que vous possédez, ce que vos parents vous ont laissé, ce qui porte votre nom, ce qui vous est destiné. Ces informations sont les vôtres. Personne d'autre ne doit les gérer sans votre connaissance directe. M. Boubacar faisait confiance à sa femme pour les papiers. Cette confiance totale a permis 7 ans de manipulation silencieuse. Demandez, lisez, vérifiez. Pas par méfiance, par responsabilité envers vous-même. Deuxièmement, votre signature n'appartient qu'à vous. Personne, pas même votre mère, n'a le droit de la reproduire. Ou une signature fausse sur un document légal est un crime, pas une faute familiale, un crime. Si vous découvrez que quelqu'un a signé à votre place, consultez un juriste immédiatement. Les délais existent. Ne laissez pas passer le temps. Troisièmement, poursuivre en justice n'est pas trahir. C'est défendre ce qui est juste.
Les gens du quartier avaient dit que Rokiatou trahissait sa mère. Rokiatou défendait ce que son père avait construit, ce que son père avait voulu pour ses enfants. La justice ne choisit pas les familles, elle protège ce qui est droit. Vous avez le droit de vous défendre même contre ceux que vous aimez. Ce droit n'est pas une trahison, c'est de la dignité. Quatrièmement, comprendre n'est pas nécessaire pour guérir. Rokiatou ne comprendra peut-être jamais vraiment pourquoi sa mère a fait ça, et elle a fait la paix avec ça. Certaines actions humaines restent incompréhensibles. Attendre de comprendre avant de guérir, c'est se condamner à attendre indéfiniment. Guérissez d'abord. La compréhension peut venir après, ou pas du tout. La guérison ne dépend pas d'elle. Cinquièmement, et c'est le plus important, Dieu ne peut pas regarder une signature volée sans agir. Il voit ce qui se passe dans la nuit. Il voit la main qui prend le stylo. Il voit la fille qui dort à Conakry sans savoir. Il voit le père mort dont le travail de 20 ans est détourné. Il voit tout. Et sa réponse était dans les études de droit de Rokiatou, dans la décision de Rokiatou d'aller chez Notaire Camara, dans les lunettes de Notaire Camara qui avait gardé tous les documents depuis 30 ans, dans les analyses graphologiques, dans chaque élément qui a permis à la vérité de sortir. Dieu avait préparé tout ça, avant même que Mama Awa prenne son stylo. Il savait. Et il avait mis dans les mains de Rokiatou exactement ce qu'il fallait pour que la vérité soit dite. Pas facilement, pas sans douleur, mais complètement. Et ce que Dieu dit complètement tient, pour toujours. Ce que votre mère a signé dans la nuit, Dieu l'a effacé en plein jour, devant tout le monde, parce qu'il ne pouvait pas regarder sans agir. Il ne peut jamais regarder sans agir. Sur ce qui vous appartient, sur ce qui vous est dû, sur votre nom, sur votre dignité. Il ne peut pas se taire, il ne se taira jamais. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Oh, que Dieu vous bénisse! À très bientôt pour la prochaine histoire.